tous, je m'appelle Charles-André Philippe, je suis gynécologue obstétricien dans le service de gynécologie de l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon et je vais vous présenter dans le cadre du MOOC endométriose un cours sur la place et les performances de l'échographie dans le diagnostic de l'endométriose pelvienne, inspiré notamment des recommandations HAS-CNGOF de 2017 sur la prise en charge de l'endométriose. Dans ce cours, nous aborderons tout d'abord la notion d'échographie de référence dédiée à l'endométriose pelvienne et ce qui la distingue de l'échographie pelvienne standard au sens de généraliste. Nous verrons ensuite les performances diagnostiques de l'échographie pelvienne pour le diagnostic de l'endométriose ovarienne, puis les performances de l'échographie pelvienne de référence dans l'endométriose profonde antérieure et postérieure. Nous essayerons enfin de synthétiser brièvement ces données pour mettre en perspective la place de l'échographie pelvienne dans la stratégie diagnostique de l'endométriose. Le concept d'échographie de référence en endométriose repose sur l'existence de données scientifiques assez claires sur la notion de courbe d'apprentissage pour l'acquisition d'une expertise dans le diagnostic de l'endométriose pelvienne. Cette courbe d'apprentissage est fonction de la localisation des lésions qui sont plus ou moins difficiles à diagnostiquer et ou à éliminer. Pour autant, il n'existe pas à l'heure actuelle de diplôme spécifique qui soit reconnu sur le plan national ou européen, ni de définition officielle de l'expertise en échographie. Selon les habitudes locales, les experts sont généralement des radiologues spécialisés dans l'imagerie de la femme ou des gynécologues. La notion d'expertise reste au jour d'aujourd'hui encore autodéclarative et principalement en fonction de la part de l'activité clinique que cela représente pour le praticien. Dans la dynamique d'organisation des réseaux régionaux de référence, il est discuté de recenser et de rendre public un annuaire de radiologues experts en endométriose, tandis que la création d'un diplôme spécifique ou d'une certification serait probablement un facteur d'amélioration des pratiques dans les prochaines années. Nous avons rapporté ici les sites de localisation des nodules d'endométriose ovarienne et profonde. Il est plutôt admis que le diagnostic des lésions d'endométriose ovarienne est assez simple, avec une courbe d'apprentissage rapide située autour d'une vingtaine de cas. Ce diagnostic constitue un véritable signe d'appel échographique de l'existence d'une endométriose pelvienne, puisqu'il est relativement accessible à l'échographe non expert lorsque sa présentation est typique. A l'inverse, les publications rapportant les courbes d'apprentissage des lésions d'endométriose pelvienne postérieure, telles que les atteintes rectosigmoïdiennes ou rétrocervicales, s'accordent pour un chiffre plutôt situé autour de 40 et 50 cas pour obtenir une compétence suffisante. Les atteintes vésicales seraient également assez faciles à diagnostiquer avec une courbe d'apprentissage autour d'une vingtaine de cas. Toutefois, la relative rareté de ces atteintes augmente l'étalement de cette courbe d'apprentissage dans le temps. Il existe assez peu de publications rapportant les performances de l'échographie endovaginale pour le diagnostic des lésions d'endométriose péritonéale superficielle, et si certaines font état de signes indirects ou directs évocateurs de telles lésions, la valeur prédictive négative d'un examen normal reste assez médiocre pour éliminer des lésions superficielles. Ainsi, les recommandations communes du CNGOF et de l'HAS affirment que le diagnostic des endométriomes peut être fait par un échographiste non expert, en particulier lorsqu'il s'agit d'un aspect typique caractérisé par une lésion uniloculaire, homogène et finement échogène. Dans ce cas précis, les différentes publications montrent des performances assez similaires entre l'échographie pelvienne et l'IRM pelvienne. En cas de masse ovarienne atypique, en particulier chez les femmes plus âgées, il est recommandé de réaliser soit une IRM pelvienne, soit une échographie référent. Vous pouvez voir sur cette vidéo un exemple d'endométriome typique, uniloculaire, finement échogène, au contact d'un petit kyste anéchogène pur d'aspect fonctionnel. Il existe également en dehors de l'ovaire une image liquidienne en faveur d'un hydrosalpinx qui évoque indirectement l'existence probable de lésions d'endométriose superficielle et ou d'adhérence péritonéale. Lorsque l'on s'intéresse aux performances de l'échographie dans l'endométriose postérieure, au travers notamment d'une récente méta-analyse de Guerriero, on retrouve une très bonne sensibilité et une excellente spécificité pour les atteintes rectales ou sigmoïdiennes, qui sont au moins égales, si ce n'est supérieures, à celles de l'IRM pelvienne. Pour les atteintes du vagin, du torus, de la cloison recto-vaginale ou des ligaments hétérosacrés, on retrouve des sensibilités un peu plus modestes, mais une spécificité qui reste excellente et assez proche des performances de l'IRM pelvienne. Dans le cadre des atteintes recto-sigmoïdiennes, comme pour l'IRM pelvienne, de nombreuses publications ont cherché à évaluer l'intérêt de la préparation digestive et ou de l'utilisation de contraste intrarectal pour augmenter les performances de l'échographie. Les données de la littérature montrent une tendance en faveur d'une amélioration de la précision diagnostique après préparation digestive, tandis qu'une étude comparative de 2008 montrait une amélioration significative de la précision diagnostique grâce à l'utilisation d'eau intrarectale comme contraste.
Le faible niveau de preuve de ces publications et l'existence de publications rapportant d'excellentes performances sans préparation ni contraste en font un sujet de débat au sein des échographistes. Leur impact pourrait être principalement d'accélérer la courbe d'apprentissage des échographistes tout en devenant moins indispensable avec l'expérience de l'opérateur. Les recommandations HASN-GOF retenaient la courbe d'apprentissage plus longue des lésions d'endométriose pelvienne postérieure tout en insistant sur les excellentes performances de l'échographie dans le diagnostic des lésions rectales et sigmoïdiennes au même titre que l'IRM pelvienne et l'écho endorectal. Le bilan de première intention devant des douleurs pelviennes évocatrices sont la combinaison d'un examen gynécologique spécialisé associé à une échographie pelvienne standard visant principalement à éliminer les diagnostics différentiels. Si au terme de ces deux examens la suspicion diagnostique persiste, il convient de proposer un deuxième examen, un examen de deuxième intention qui peut être soit une IRM pelvienne interprétée par un radiologue expert, soit une échographie de référence. Enfin, dans le bilan préopératoire d'une lésion digestive, il est recommandé de proposer, si nécessaire, un examen de troisième intention qui peut être, selon les expertises locales, une échographie endorectale et ou un coloscanner. Voici à titre d'exemple une lésion du haut rectum qui est schématisée sur la partie gauche de la diapositive et que l'on retrouve dans la vidéo suivante d'une échographie pelvienne associant une préparation digestive et l'utilisation de contraste intrarectal. Alors que l'on suit initialement la paroi du bas rectum et du moyen rectum normaux, on constate un franc épaississement de la musculeuse qui se présente sous la forme d'un nodule hypoéchogène au contact du torus utérinum qu'elle vient envahir tout en respectant la cloison recto-vaginale. Au-dessus de la lésion, on retrouve une muqueuse sigmoïdienne normale permettant d'éliminer une deuxième lésion plus haut située. Voici un cliché d'un nodule similaire du haut rectum, également étendu au torus, mais qui respecte la fine bande hyperéchogène matérialisant la graisse de la cloison recto-vaginale. Concernant les performances de l'échographie dans les lésions du compartiment antérieur, on retrouve principalement des données concernant les lésions vésicales et qui font état d'une sensibilité moyenne, mais là encore d'une excellente spécificité qui reste assez proche pour l'échographie des données rapportées pour l'IRM pelvienne. Quelques études montrent la faisabilité de l'exploration des lésions urétérales par voie échographique avec des performances encourageantes, bien qu'il n'existe pas de séries conséquentes publiées à ce jour. Les recommandations du CNGOF insistent sur l'importance de la réalisation d'une imagerie rénale en cas de découverte d'une lésion urinaire, mais également de son importance en cas de lésion postérieure, en particulier si celle-ci est volumineuse. Cette imagerie doit être d'autant plus systématique que plus de 50% des dilatations des cavités piélocalicielles associées à l'endométriose sont asymptomatiques. Voici à titre d'exemple un cliché sagittal de la vessie en échographie endovaginale montrant les différents segments de la vessie et mettant en évidence une éjaculation urétérale signant la perméabilité urétérale. Sur cette coupe vésicale, on visualise un nodule impliquant la base de la vessie et se prolongeant au ras du trigone jusqu'à 6 mm du méa urétéral. Sur cette coupe vésicale, on visualise un nodule impliquant la base de la vessie et se prolongeant au ras du trigone jusqu'à 6 mm du méa urétéral. Sur cette vidéo, on peut voir une volumineuse lésion du trigone qui vient jusqu'au contact du méa urétéral droit, ce qui est ensuite confirmé en cystoscopie. Quelle peut donc être, au vu des données que nous venons de discuter, la place de l'échographie pelvienne dans le bilan diagnostique de l'endométriose? Tout d'abord, il est important de rappeler qu'il existe une place pour l'échographie pelvienne généraliste dans le bilan d'une douleur pelvienne évocatrice d'endométriose, afin principalement d'éliminer un diagnostic différentiel qui peut expliquer au moins partiellement les symptômes. La découverte d'un endométriome à ce stade permettra d'affirmer le diagnostic d'endométriose et justifiera d'orienter rapidement la patiente dans un centre spécialisé. On rappelle à cette occasion que les lésions d'endométriose ovarienne ne sont qu'exceptionnellement isolées, mais très souvent associées à des lésions superficielles ou profondes. De la même façon, devant des symptômes évocateurs d'une endométriose, une échographie pelvienne standard ne devra pas faire éliminer le diagnostic, mais également confirmer la nécessité d'un bilan spécialisé plus sensible pour la recherche de lésions profondes, que ce soit au moyen d'une échographie de référence ou d'une IRM, qui devra elle aussi être interprétée ou réinterprétée par un radiologue expert. Dans le cas particulier d'un bilan préopératoire, on insistera sur la nécessité d'une imagerie de référence récente en recommandant fortement la réalisation d'une IRM pelvienne. On insistera sur l'importance de faire le maximum pour affirmer et ou éliminer avec une quasi-certitude l'existence d'une atteinte digestive ou urinaire dont la prise en charge est spécifique en termes d'organisation, d'information et de risque périopératoire.
La réalisation d'examens complémentaires supplémentaires doit être discutée et sera choisie selon l'expertise locale. Si le doute persiste lors d'intervention, le geste chirurgical et l'information de la patiente doivent être abordés comme si la lésion était présente. Les autres examens utiles en préopératoire concernent l'imagerie rénale, comme nous l'avons vu plus haut, qui pourra être complétée d'une scintigraphie rénale pour évaluer la fonction rénale résiduelle du côté d'une éventuelle dilatation. En cas de symptômes atypiques, notamment en cas de rectorragie ou d'antécédents familiaux de cancer du côlon, une coloscopie doit être facilement proposée. Les atteintes digestives, plus haut situées, doivent également être explorées en préopératoire en cas de lésions multiples ou de symptômes atypiques, mais l'échographie a peu de place dans cette indication. Une IRM diaphragmatique doit également être facilement proposée en cas de douleur scapulaire cataméniale. En conclusion, l'échographie pelvienne standard a sa place dans le bilan d'une douleur pelvienne principalement pour l'élimination de diagnostics différentiels, mais l'échographie de référence reste avec l'IRM pelvienne l'examen de choix pour le diagnostic et la cartographie des lésions d'endométriose. Le bilan d'imagerie doit s'adapter au contexte selon qu'il s'agisse d'une suspicion d'endométriose, d'un bilan d'extension d'une endométriose connue ou d'un bilan préopératoire. La hiérarchie des examens doit nécessairement tenir compte de l'expertise locale qui n'est encore pas très homogène sur le territoire national. Enfin, il appartient à chacun d'entre nous de contribuer au développement de l'expertise locale en se formant si nécessaire et en intégrant si possible un réseau multidisciplinaire. L'objectif principal du bilan d'imagerie devrait être de limiter au maximum la place de la cœlioscopie diagnostique et d'éviter autant que possible les surprises péropératoires, sources de traitement incomplets et ou de complications. Nous restons à votre disposition pour toutes les questions par mail et vous invitons à aller plus loin en consultant notre site dédié à la découverte et au perfectionnement en échographie de l'endométriose en e-learning. Et pour ceux qui sont intéressés, nous vous invitons également à vous inscrire au DU national multidisciplinaire de prise en charge de l'endométriose et de l'adénomiose. Je vous remercie.